Good morning, and welcome to the Standing Senate Committee on Banking, Trade, and Commerce. Today is our 17th meeting in our special study on the uses of digital currency, including the potential risks, threats, and advantages of these electronic forms of exchange. To date, the committee has received presentations from a wide range of witnesses, including government agencies, digital finance experts, academics, and Bitcoin companies. Today we have two sets of witnesses before the committee whose organizations have been mentioned in several meetings by other witnesses and senators. I am pleased to welcome from the Autorité des Marchés Financiers, AMF, Jean-Francis Fortin, Executive Director, Enforcement Branch. Christian Desjardins, Manager, Market Surveillance, and Moad Fahmy, Financial Market Specialist, Specialized Investigation Support Unit, Enforcement Branch. The AMF is the body mandated by the Government of Quebec to regulate the province's financial markets and provide assistance to consumers of financial products and services. I am also pleased to welcome from the Ontario Securities Commission, Mr. Paul Redman, Principal Economist, Strategy and Operation, and James Sinclair, General Counsel. Similar to the AMF, the OSC is a regulatory body that administers and enforces compliance with the provisions of the Securities Act of Ontario and the Commodities Future Act of Ontario in order to protect investors and foster fair and efficient markets. We will now proceed with opening statements, first hearing from Mr. Fortin, to be followed by Mr. Redman. Mr. Fortin, the floor is yours, sir. Thank you, Mr. Chair. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Monsieur le Président a bien présenté qui nous étions. Je suis accompagné aujourd'hui de Christian Desjardins, qui est le directeur de la surveillance des marchés chez nous, et Moad Fahmy, qui est un spécialiste des marchés financiers, qui est aussi un spécialiste des questions reliées aux monnaies virtuelles, sur la mécanique du fonctionnement de ces monnaies virtuelles. Donc, s'il y a des questions plus techniques, M. Fahmy sera disponible pour répondre aux questions. En effet, Monsieur le Président, l'autorité est l'organisme mandaté par le gouvernement du Québec pour encadrer les marchés financiers. Et je tiens à souligner aujourd'hui que les propos que nous allons tenir n'engagent pas le gouvernement du Québec. Évidemment, c'est la position de l'autorité des marchés financiers. Petite nuance également, oui, l'autorité des marchés financiers encadre les valeurs mobilières, mais à la différence d'autres organismes de réglementation des valeurs mobilières, notamment au Canada, nous avons aussi des responsabilités en matière d'assurance, d'institutions de dépôt et de distribution de produits et services financiers. Au cours des dernières années, l'autorité s'est également vue confier de nouveaux mandats, soit l'application de la loi sur l'intégrité en matière des contrats publics, et également les entreprises de services monétaires, sur lesquelles on va revenir un peu plus longuement tout à l'heure, puisque c'est en vertu de l'application de cette loi notamment que nous avons un certain rôle à jouer en ce qui concerne les monnaies virtuelles. Et donc, c'est dans ce contexte que l'essor des monnaies virtuelles et leur couverture médiatique nous ont menés il y a 1 an et demi ou environ à se positionner ou à se questionner sur les impacts et les risques reliés aux monnaies virtuelles pour le marché québécois. Et donc, en janvier 2014, on a mis en place un groupe de travail chez nous pour coordonner les travaux requis, dont la détermination du cadre réglementaire applicable, le cas échéant. Donc, l'analyse des risques potentiels et l'implantation imminente d'un guichet de monnaie virtuelle à Montréal nous ont rapidement mené à mettre en garde les consommateurs. C'est ainsi, et je pense que vous êtes déjà au courant, qu'en janvier 2014, l'autorité a publié une mise en garde aux consommateurs à l'égard des monnaies virtuelles. Et à ce moment-là, nous invitions les Québécois à faire preuve de prudence lorsqu'ils transigent avec des monnaies virtuelles, puisqu'ils peuvent s'exposer à des pertes potentielles, lesquelles pertes ne seraient pas couvertes par les régimes d'indemnisation et d'assurance dépôt en vigueur au Québec. Les travaux du comité interne nous ont également amenés à nous positionner sur l'application de différentes lois que nous administrons. La première, en vertu de la loi sur les valeurs mobilières, et je sais que le comité a eu l'opportunité d'entendre Maître Greenstone à ce sujet, et on est d'accord avec les conclusions de Maître Greenstone à l'effet qu'il n'est pas possible, au moment où on se parle, en fait, il n'est pas possible de qualifier les monnaies virtuelles de valeurs mobilières, puisqu'elles ne constituent pas une valeur mobilière au sens de la loi, et elles ne sont pas non plus reconnues comme telles dans les marchés financiers.
D'ailleurs, aucune autorité canadienne des valeurs mobilières et, à notre connaissance, aucun régulateur en valeurs mobilières dans le monde n'a qualifié les monnaies virtuelles de valeurs mobilières. Par contre, les monnaies virtuelles pourraient former une composante d'un contrat d'investissement qui serait, lui, encadré par la loi sur les valeurs mobilières. Ça pourrait être le cas, par exemple, d'un promoteur qui solliciterait des investissements en monnaie virtuelle en échange d'une promesse d'un bénéfice ou d'un rendement. Donc, il est une composante, encore une fois, l'encadrement ne serait pas sur les monnaies virtuelles, mais il pourrait être une composante d'un contrat d'investissement, ce même contrat d'investissement constituant une valeur mobilière. En ce qui concerne la loi sur les instruments dérivés, on en arrive également à la conclusion qu'on ne peut qualifier les monnaies virtuelles d'instruments dérivés, mais un même instrument dérivé dont le sous-jacent serait une monnaie virtuelle serait, lui, encadré par la loi sur les instruments dérivés. Il existe, par exemple, des options et des contrats à terme sur les valeurs du Bitcoin, donc des produits dérivés, et à notre connaissance, de tels produits n'existent pas au Québec au moment où on se parle. Ce qui m'amène à l'application de la loi sur les entreprises de services monétaires. Je crois que la première chose à faire, c'était de rappeler le contexte de l'adoption de cette loi-là au Québec. Cette loi sur les entreprises de services monétaires résulte d'une offensive du gouvernement du Québec qui souhaitait lutter contre les crimes économiques et financiers à incidence fiscale, dont le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes. L'administration de cette loi a été confiée à l'autorité compte tenu notamment de l'encadrement des marchés financiers que nous effectuons déjà et de la collaboration que nous avons avec les organisations policières et le ministère du Revenu au Québec. La loi sur les ESM, donc, impose à toute personne qui offre des services, soit de change de devise, transfert de fonds, émission de rachat de chèques de voyage, de mandat ou de traite et d'encaissement de chèques, ou qui exploite un guichet automatique, contre rémunération, l'obligation donc d'être titulaire d'un permis délivré par l'Autorité des marchés financiers. L'analyse du fonctionnement des plateformes d'échange de monnaie virtuelle a permis à l'Autorité de conclure que certaines d'entre elles, certaines donc de ces plateformes d'échange, seraient qualifiées d'entreprises de transfert de fonds. Ainsi, les entreprises exploitant des plateformes d'échange de monnaie virtuelle qui effectuent des transferts de fonds doivent détenir un permis en vertu de l'Autorité des marchés financiers, en vertu de la loi sur les ESM, à titre dans la catégorie plutôt transfert de fonds. Par ailleurs, l'Autorité a également analysé le fonctionnement des guichets automatiques de monnaie virtuelle. Et bien que ces guichets diffèrent des guichets automatiques privés traditionnels, les risques inhérents au blanchiment d'argent sont également présents. Donc, un des objectifs de l'encadrement des guichets automatiques était de connaître l'identité des personnes qui alimentent les guichets en argent comptant. L'objet de la LESM justifie qu'elle s'applique aux entreprises exploitant des guichets de monnaie virtuelle. Ces entreprises doivent donc aussi détenir un permis de l'autorité dans la catégorie guichet automatique. Ainsi, l'encadrement de certaines entreprises de monnaie virtuelle qui ne reposent pas nécessairement sur des activités inhérentes à ces monnaies, mais plutôt sur l'implication de monnaies ayant cours légal dans les transactions effectuées. En termes de perspective, l'Autorité voit d'un bas d'œil l'encadrement des entreprises de monnaie virtuelle qui se qualifient d'entreprises de services monétaires. Cet encadrement nous permet de nous assurer de la probité de l'entreprise et des personnes jouant un rôle significatif dans ces entreprises. Également, la loi nous permet de transmettre ou de communiquer des renseignements à un corps de police. Lorsque, par exemple, nous avons des motifs raisonnables de croire qu'une infraction criminelle serait sur le point ou aurait été commise. De la même façon, nous permet de transférer ou de communiquer de l'information à l'Agence de revenus du Québec si nous avons des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à une loi fiscale a été commise. Donc, l'encadrement permet également de repérer les entreprises qui exercent sans détenir de permis et, le cas échéant, de poursuivre pour pratique illégale. En d'autres termes, la loi sur les entreprises de services monétaires qui requiert un permis, et donc les gens qui agissent dans ce domaine aient la probité requise, et lorsque les gens continuent d'agir dans ce domaine-là sans permis, ça nous permet d'intervenir pour faire cesser les activités illégales. La loi sur les entreprises monétaires peut donc constituer un moyen utile, probablement, pour éviter des dossiers de fraude, éviter du blanchiment d'argent, de même que l'évasion fiscale. Mais cette préoccupation doit rester, nous pensons, présente dans l'esprit des différents intervenants du secteur financier afin de trouver une solution globale et efficace quant à l'encadrement des entreprises et des activités qui leur sont inhérentes. Comme je l'ai mentionné précédemment, à l'autorité, nous collaborons de façon étroite avec les différentes autorités policières, également fiscales, et nous croyons également que la collaboration avec d'autres intervenants, dont CANAF,
qui, vu les risques associés aux monnaies virtuelles, a un rôle prédéterminant à jouer en ce domaine. Cette collaboration devrait, entre autres, passer par un partage d'informations pour s'assurer que tous détiennent l'information la plus complète et à jour et ainsi intervenir de manière proactive. En conclusion, l'Autorité continue de suivre les développements concernant les monnaies virtuelles et son encadrement sur la scène internationale. Nous sommes particulièrement intéressés par les conclusions éventuelles de ce comité, compte tenu des consultations que vous avez mises en place et de la réflexion que vous faites. Et comme en fait foi notre présence devant vous aujourd'hui, l'Autorité demeure intéressée à collaborer avec tout autre intervenant, fédéral ou provincial, qui souhaiterait mettre en commun leurs réflexions quant à l'encadrement des monnaies virtuelles. Sur ce, je vous remercie encore une fois de l'opportunité. Mes collègues et moi sommes disponibles et nous tenterons de répondre à vos questions de la meilleure façon possible. Thank you, Mr. Fortin. Mr. Redmond, please. Thank you very much, Mr. Chair. Members of this committee, thank you for this opportunity to speak with you today. We appreciate the opportunity to contribute to your discussions on this complicated and evolving topic. As you've noted, my name is Paul Redmond. I'm the Principal Economist at the Ontario Securities Commission, or OSC. And I'm joined today by Mr. Jim Sinclair, who's our General Counsel. I should start by noting that the Commission has not publicly announced any policy position or made any decisions regarding the treatment of digital currencies. Now, by way of background, the OSC is a provincial crown corporation responsible for regulating the capital markets in Ontario. The OSC administers and enforces compliance with the provisions of the Ontario Securities Act, the Commodity Futures Act, and certain aspects of the Business Corporations Act. Our mandate is to provide protection to investors from unfair, improper, or fraudulent practices and to foster fair and efficient capital markets and confidence in those markets. In this role, we oversee the capital markets activities of more than 1,200 publicly listed issuers, 3,700 investment funds, 1,300 registered firms, and 66,000 registered individuals. Now, in terms of Bitcoin and other digital currencies, much of the attention has been on their means as for paying for goods and services. The OSC does not have jurisdiction over digital currencies as such, and so the OSC's engagement on this issue has been limited to date. That being said, Bitcoin has been the focus of considerable attention given its growing use and notable price volatility. As a result, it may see growing interest in its development as an investable asset class. Packaging digital currencies into investment schemes or products would lead to the regulation of that investment to the extent that it is deemed to be a security or a derivative. Now, with this in mind, the OSC published in April of last year an investor news bulletin on the potential risks associated with virtual or digital currencies. While we have not yet seen digital currencies packaged as investments, this release highlighted that virtual currencies have not been subject to traditional financial sector regulation. We also noted the various risks associated with virtual currencies and the need for investors to do their own research. This bulletin was consistent with those published by our colleagues at the AMF and also with other organizations such as the U.S. Securities Exchange Commission and the North American Securities Administrators Association. Now, beyond drawing attention to the attention of investors to the potential drawbacks of virtual currencies, we have seen a number of limited instances where digital currencies and capital markets have intersected. There are some public companies that are engaged in Bitcoin-related businesses, such as running exchanges, owning ATMs, developing software for Bitcoin payment systems, or even running Bitcoin mining operations. The regulatory expectations of these firms is the same as for any other public company. In particular, we expect that they provide full disclosure to their investors of the material risks associated with their businesses. While the majority of digital currency-related market innovations and growth have taken place outside of Canada, we fully recognize the potential for Bitcoin and other digital currencies to impact Canadians, and by extension, the OSC's work in Ontario. We are actively monitoring this space and are focused on keeping pace with developments to ensure that we're prepared to respond to Bitcoin-related securities products as they develop. And if I can, I'd like to conclude by just commending this committee for taking such a thoughtful and consultative approach to this complicated and evolving issue. We would be happy to offer our thoughts in response to any questions the committee members may have. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Redmond. Mr. Fortin, if I may just start, did I understand you to say that you were looking at regulatory framework if necessary, that it hadn't been decided yet? Did you use the word if necessary, or has it been concluded that there will be a regulatory framework? You mean for securities? For the digital currencies? Non, je ne pense pas que... En fait, ce qu'on dit, c'est que
en ce moment, il n'y a pas de réglementation en ce qui concerne les monnaies virtuelles, incluant les bitcoins. C'est un peu un no man's land. Et nous, on voit d'un bon œil de la réglementation et un encadrement. Quelle devrait être cette réglementation? Quel devrait être cet encadrement? On ne pense pas ce soit à nous de nous prononcer directement là-dessus. Ce qu'on dit, nous, chez nous, en ce qui concerne la réglementation en matière de valeurs mobilières, comme je le mentionnais, la conclusion à laquelle nous arrivons, c'est que ce ne sont pas des valeurs mobilières, donc ce n'est pas encadré par les lois que nous administrons. Mais certainement, nous, ici, on peut contribuer à la réflexion. En fait, c'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui, mais avec d'autres organisations. On pense qu'il est préférable d'avoir une réglementation que de ne pas en avoir. Et encore une fois, quelle devrait être cette réglementation-là, le cas échéant, et comment est-ce qu'on pourra s'assurer du bon respect de la réglementation, le cas échéant. Je pense que ce serait une bonne chose, mais on devrait poursuivre cette réflexion pour éventuellement l'encadrer. And did I understand you to say that you are, at this point, going to issue a permit for ATM machines, that you will require a permit? Would an exchange also require a permit at this time, or is that a separate issue? C'est peut-être une question séparée, puis peut-être que mon collègue pourrait compléter ma réponse. Parce qu'on utilise le terme bourse ou exchange pour les transactions en matière de bitcoin ou de monnaie virtuelle. Si cette bourse ou cet exchange transige des monnaies virtuelles qui ne sont pas par ailleurs des valeurs mobilières, ce serait à l'extérieur de l'application de la juridiction de l'autorité des marchés financiers, donc ce ne serait pas une valeur mobilière et ça ne nécessiterait pas de permis de l'autorité pour agir en cette matière. Mais si par ailleurs, en fait, l'encadrement en matière de valeurs mobilières, si l'objet qui est transigé sur cette bourse sont des valeurs mobilières, comme les bourses qu'on connaît, bien effectivement, à ce moment-là, il doit y avoir un encadrement. Il y en a un actuellement et les permis nécessaires doivent être donnés. Je ne sais pas si Moad, ça mérite un complément. En vertu de la loi sur les valeurs mobilières, ce que Jean-François dit est tout à fait vrai. En vertu de la loi sur les entreprises de services monétaires, si les opérateurs de plateformes d'échange de monnaie virtuelle font du transfert de fonds directement d'une personne à une autre dans le cadre des transactions, à ce moment-là, ça rentre dans notre définition de transfert de fonds de la loi sur les entreprises de services monétaires et ils ont des obligations d'enregistrement, des obligations de registre et d'autres obligations prévues par la loi. Thank you. I will start with Senator Bellemare, to be followed by Senator Massicotte. Justement, moi, je voulais un petit peu mieux comprendre là, ce point que M. Famy vient d'élaborer, qu'il y a une réglementation via la loi sur les services monétaires et donc pour les guichets automatiques où on peut échanger des bitcoins, vous avez émis une obligation pour ces guichets et vous avez dit que vous aviez besoin, vous avez une réglementation qui vise à savoir qui alimente ces machines en monnaie courante. Alors, j'aimerais ça que vous nous expliquiez un petit peu comment ça fonctionne, cet enregistrement-là, et est-ce que ça implique donc que toute personne qui va mettre dans la machine des dollars canadiens là, doit être connue, et à votre avis, est-ce que ça peut contribuer à empêcher des activités illégales de se produire? Et ma deuxième question, c'est vous êtes-vous inspiré pour, si on veut, encadrer le transfert de fonds de Bitcoin de la réglementation new-yorkaise? Je me limite à ça là, pour l'instant. Je pourrais répondre sur l'encadrement des guichets automatiques. Et effectivement, c'est ce qui nous préoccupe, la probité des gens qui alimentent le guichet. On sait que pour acheter de la monnaie virtuelle, on peut, selon le modèle d'affaires, mais simplement y déposer un montant d'argent comptant dans le guichet pour acquérir de la monnaie virtuelle. Puis
qu'il y a quelqu'un à l'arrière du guichet qui, à la fin de la journée, soit alimente le guichet ou vient retirer cet argent-là. Donc, c'est la probité de ces personnes-là qui est derrière l'encadrement de la loi sur les entreprises de services monétaires. Donc, pour une demande de permis, on demande aux entreprises de divulguer, premièrement, les informations relatives à l'entreprise, la structure juridique, les institutions financières avec laquelle elles font affaire, la liste de leurs dirigeants, administrateurs, propriétaires, et la liste des employés qui directement alimenteraient ou opèrent le guichet automatique en question. Nous, avec ces informations-là, par la suite, on va faire un rapport d'habilitation sécuritaire par les corps policiers. Donc, on envoie les informations à la Sûreté du Québec, on envoie les informations au corps policier local, et puis, dans un délai de 30 jours, les corps policiers, la Sûreté particulièrement, va nous produire un rapport d'habilitation sécuritaire, donc antécédents judiciaires particulièrement, et vont nous émettre une recommandation d'acceptation ou de refus du permis. Même si en bout de ligne, c'est l'autorité qui prend la décision d'émettre le permis, on va beaucoup se fonder sur l'habilitation sécuritaire qui va nous avoir été fournie par la Sûreté du Québec. Donc, ce travail-là est fait pour l'entreprise, mais aussi pour tous les dirigeants, administrateurs et employés qui peuvent travailler derrière le guichet automatique. Mais vous n'avez pas d'informations sur les personnes qui vont acheter des bitcoins avec de la monnaie, là. Vous n'avez pas... qui alimentent le guichet comme consommateur, là, ou comme client. L'entreprise qui exploite le guichet automatique doit maintenir, Mourad l'a dit un petit peu plus tôt, des livres et registres. Ces registres-là comprennent le registre de toutes les transactions. Donc, on va avoir les transactions en question, l'heure, la date, la nature de la transaction, avec les codes d'utilisateurs. Il y a peut-être moyen par la suite de retracer. Par contre, les obligations d'identification du client, il y en a sous la loi sur les entreprises de services monétaires, ne sont pas applicables au guichet automatique parce que dans un contexte qui avait été prévu par la loi où on retire simplement d'un guichet automatique privé de l'argent, il n'est peut-être pas pertinent d'identifier cette clientèle-là directement, mais par contre, pour les entreprises de transfert de fonds, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, là, il y a des obligations d'identification du client qui s'appliquent. Mais dans un guichet automatique, effectivement, ça peut être un petit peu plus difficile d'identifier la clientèle. Mais de toute façon, je veux juste préciser, Madame la sénatrice, que l'encadrement de la loi sur les entreprises de services monétaires vise à prévenir, à lutter contre le blanchiment d'argent et a été mise en place surtout pour pouvoir vérifier la probité des gens qui administrent et qui exploitent les guichets automatiques conformément à l'objectif de la loi. Donc, ça ne peut pas empêcher quelqu'un qui veut blanchir son argent d'aller mettre de l'argent dans l'ATM puis d'acheter des bitcoins, par exemple. Et peut-être pour compléter la réponse de M. Desjardins sur le lien avec le blanchiment d'argent, nous, une fois qu'une entreprise est inscrite, et là je ne parle pas nécessairement seulement des guichets automatiques, mais des entreprises qui sont inscrites chez nous et qui exercent dans le domaine des services monétaires, on a des pouvoirs d'inspection et on peut aller valider justement la tenue des livres et registres, les transactions qui sont enregistrées. Il y a certains seuils de type de transactions en fonction des montants d'argent, un peu comme avec CANAF. Donc, ils doivent à ce moment-là colliger l'information, obtenir l'identité de la personne. Et si, en faisant l'inspection, nous, on a un rôle d'émission de permis et de registraire et d'aller valider la tenue des livres et registres, mais on n'a pas de rôle s'il y a des infractions potentielles, notamment de fraude et de blanchiment d'argent. Là, ça sort de notre juridiction. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est pas arrivé jusqu'à maintenant, mais si ça arrivait dans un contexte de vérification ou d'inspection et qu'on avait des signes de potentiel blanchiment d'argent, nous référerions à ce moment-là le dossier au corps policier. Comme vous le savez, le blanchiment d'argent, on tombe dans des infractions de fraude, donc des infractions qui sont sous la juridiction du Code criminel, et ce sont les corps policiers qui sont investis des pouvoirs d'enquête dans ce domaine-là. Donc, dans un contexte comme celui-là, nous référerions le dossier au corps policier pour des fins d'une enquête criminelle.
Il y a combien de guichets au Québec actuellement? Une vingtaine, je pense. On en a identifié un peu plus d'une vingtaine. Ça évolue assez rapidement. Juste dans la dernière semaine ou deux, on a eu connaissance de 3 nouveaux guichets. C'est parti très lentement. Là, Jean-François l'a mentionné plus tôt. Lorsqu'on a émis notre mise en garde le 5 février 2014, à notre connaissance, c'était la journée de l'implantation du premier guichet automatique de monnaie virtuelle à Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent. Depuis ce temps-là, il y en a une vingtaine qui ont émergé. Certains regroupés par une même entreprise ou exploités par une même entreprise, mais il y en pousse un peu partout. Dans tout le Québec ou? For a second round, absolument. please. Thank you. Senator Massicotte to be followed by Senator Black. Merci, M. le Président. Merci à vous quatre parmi nous. Effectivement, je vais continuer la même ligne parce qu'on essaie de comprendre un peu votre réglementation au Québec, puis ça s'applique. Juste, je pense qu'on comprend bien les guichets automatiques, bien écrits, pour les autres transactions. Et assumant que ce n'est pas une valeur mobilière, il y a un argument là, vous êtes très clair. Juste pour confirmer, le monsieur ou madame qui s'en va au dépanneur et se sert de la monnaie virtuelle ou Bitcoin comme tel est exclu. Il n'y a aucune obligation d'information, quoi que ce soit. Bon, j'aimerais ça comprendre quelle autre boîte, autre que guichet automatique, qui peut être obligé de chercher un certificat de probité chez AMF. Quelle autre instance? Vous avez répondu au président tantôt au point de vue exchange ou bourse. Si c'est valable mobilière, oui, mais si ce n'est pas, non. Mais si un commerce s'établit puis il veut faire, effectivement, il fait un échange, presque comme une agence de monnaie, il doit s'appliquer. C'est quelle autre instance qui va chercher La seule ça? autre catégorie d'entreprises de services monétaires qui serait qualifiée ou qui serait susceptible en fait, d'entreprises qui fait des transferts de monnaie virtuelle qui pourraient être qualifiées d'entreprises de services monétaires soumis à la juridiction de la loi sont celles qui font ce qu'on appelle les transferts de fonds. Puis le meilleur exemple, encore une fois, je vais interpeller mes collègues pour peut-être mieux vous l'expliquer si je ne suis pas clair, mais le meilleur exemple probablement, c'est comme PayPal. Si on fait un transfert avec PayPal, avec de l'argent canadien, on reproduisons ça avec des bitcoins. Donc, il y a une plateforme qui est la plateforme de transfert de fonds. Et on s'inscrit auprès de cette plateforme-là. Et si moi, je suis l'acheteur, donc je paie en argent canadien, je mets un dépôt sur cette plateforme d'argent canadien. Le vendeur a des bitcoins à me vendre. Et lui, il se fait créditer son compte sur la même plateforme en argent canadien. Donc, c'est la même reproduction qu'un PayPal. Par ailleurs, PayPal a un permis de l'Autorité des marchés financiers en vertu de la loi sur les entreprises monétaires pour faire ça. Donc, le bien ici, c'est la monnaie virtuelle. Le bien qui est acheté, qui est transigé, c'est le Bitcoin. Et il y a un transfert de fonds. Et dans ce cas-là, seulement avec les balises qui sont là, oui, il y a un permis qui est donné à l'entreprise, qui est une entreprise de services monétaires à titre de transfert de fonds. Mais les mots, moi, j'aurais décrit ça comme un exchange. Le président, il a se servi ce mot-là. Je pense que la réponse était non, ça ne s'applique pas. Mais dans le cas où vous citez comme exemple, oui, ça s'applique. Effectivement, c'est une plateforme qui fait un échange de dollars canadiens pour des bitcoins. Oui. Et dans ce cas-là, puis encore une fois, ce que nous encadrons, je pense que la Ouais. nuance est très importante, ce que nous encadrons, c'est le volet entreprise de services monétaires. Exact. Nous n'encadrons pas les monnaies virtuelles. pas la devise comme telle, mais Exactement. l'opération. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire, avoir un permis au Québec d'une entreprise de services monétaires? Ça veut dire, on admet que c'est relativement limité. Ça veut dire que l'entreprise va avoir passé à travers un filet pour établir la probité de l'entreprise et des gens qui l'entourent avec la Sûreté du Québec. Et ensuite, il y a des obligations de tenue de livre et registre. Donc, c'est pour ça que la question de « is it an exchange », est-ce que c'est une bourse? On utilise le terme bourse, le terme exchange, mais ce n'est pas une bourse au sens où on l'entend dans les bourses de valeur mobilière. Attends, d'accord. Juste procéder. Au point de vue, vous savez, au côté fédéral, avec CADAF, vous faites référence et regardez d'autres instances. Il y a aussi l'obligation de ceux qui sont inscrits de maintenir l'information, de connaître son client, etc., etc. Vous ne vous impliquez pas dans ça. La seule implication, c'est un certificat moi j'appelle ça un certificat de probité. Oui. C'est la seule chose que vous demandez à ces gens-là, autre que l'obligation fédérale, le point de blanchiment, etc., etc. Je me trompe-tu en disant ça? Oui, vas-y. Peut-être faire la distinction. J'ai précisé tantôt qu'il n'y a pas de procédure de vérification d'identité du client pour les guichets automatiques. Par contre, pour la plateforme de fonds, comme le comparatif
que Jean-François vient de vous soumettre pour PayPal, il y a des obligations de vérification de l'identité du client. Donc, au moment d'une transaction d'une entreprise qui exécute du transfert de fonds, le nom, l'adresse, le téléphone doivent être connus de l'entreprise. De façon un petit peu plus détaillée, s'il y a un transfert de fonds de plus de 1 000 $, là, il y a une vérification additionnelle de l'identité qui est requise. Normalement, pour une entreprise de services monétaires qui ferait des transactions face à face avec un client, on vérifierait l'identité par une carte d'identité avec photo. Par contre, pour une entreprise virtuelle, comme le monde des monnaies virtuelles, la vérification se fait par une validation de l'existence d'un compte bancaire ou une transaction bancaire qui a eu lieu. Donc, ça c'est peut-être l'évidence pour toute entreprise de services monétaires qui fait du transfert de fonds pour de la monnaie virtuelle, nécessairement, il y a dû y avoir un dépôt d'argent comptant via un compte de banque. De là, l'identité qui peut facilement être vérifiée ou retraçable au compte de banque du client. Donc, c'est comme ça qu'on... Ça, c'est la réglementation québécoise. On ne parle pas de CANAF. Non. C'est distinct au Québec. Comme exact. Tel. Et juste sauter un peu plus, mon collègue avait demandé des questions, mais il n'a pas eu le temps de répondre. Êtes-vous au courant des réglementations qui proposait à New York? Il y a eu 2-3 projets de réglementation. Il y a un qui a été déposé en décembre 2014. Là, on attend la proposition finale. Êtes-vous au courant de quoi qui est proposé à New York? Moi, un peu au courant. Je ne connais pas la réglementation en détail, mais clairement, eux veulent mettre en place, ou du moins, il semble qu'ils veulent mettre en place un régime particulier pour les monnaies virtuelles où les bourses seront enregistrées un peu comme les bourses de valeurs mobilières. La position de l'autorité à ce moment-ci, c'est absolument pas celle-là. La position de l'autorité, c'est comment est-ce qu'on interprète nos lois actuelles, puis comment est-ce qu'on les précise pour la situation des monnaies virtuelles qui est nouvelle. Donc, c'est le travail qu'on a réalisé. Eux veulent mettre en place un nouveau régime entier qui enregistrerait les bourses, du moins de ce que j'ai compris. Mais je ferais l'argument, évidemment la réglementation est différente, les lois sont différentes, mais je pourrais faire l'argument que ça s'approche très très près, au point de résultat, au vôtre, parce que eux veulent contrôler ils appellent ça in-ramp, off-ramp, l'argent, ou que le temps que la conversion de l'argent monnaie américaine, à ce cas ici, est convertible à compte, et la porte de sortie, ils contrôlent ça avec l'information. D'abord, si je prends les réglementations CANAF, les vôtres, avec probité, et même au point de transfert, on arrive presque au même moment, on presque la même conclusion. Différentes réglementations, différentes sources d'autorité, mais peut-être au même point. C'est vrai. Par contre, nous, notre seul intérêt, c'était dans le cadre de la loi sur les entreprises de services monétaires. Je comprends votre autorité différente, un mais il faut objectif s'en servir. de blanchiment d'argent. Eux, leur objectif est multiple. Oui, il y a le blanchiment d'argent, mais aussi la création d'un système financier stable dans le milieu des monnaies virtuelles, en obligeant ces bourses-là à avoir certains critères de solvabilité, à avoir certains critères au niveau de la contrepartie des transactions, de la compensation des transactions, un peu comme le régime de loi sur les valeurs mobilières oblige les bourses à avoir l'ensemble de ces attributs-là qui assurent une stabilité au système. Donc, eux vont, oui, prévenir le blanchiment d'argent, mais ils vont également travailler en protection des consommateurs, puis en créant un système financier stable. Nous, c'est des rôles que nous avons dans le cadre des valeurs mobilières, mais ce n'est pas un rôle que nous avons dans le cadre des monnaies virtuelles. Dans le cadre des monnaies virtuelles, on utilise notre rôle de blanchiment d'argent, de protection du blanchiment d'argent et de l'activité terroriste seulement. Question plus large. Alors, tous les provinces ou les États proposent de proposer des réglementations, des lois de chaque jour, mais dans le Bitcoin, vous savez, c'est presque une devise internationale. Elle n'est pas canadienne, elle n'est pas américaine, elle n'est pas européenne, quoi que ce soit. Et bon, même si vous passez la réglementation que vous proposez, c'est un défi de tous les États. Faites quoi avec le particulier qui transige sur un exchange de New York ou européen ou d'une autre province? C'est quoi la réglementation? S'il fait affaire qu'un Québécois doit s'appliquer automatiquement, vous faites quoi? Et quelle discipline, quelle autorité allez-vous chercher pour contrôler ce marché-là qui va se faire dans l'air, là? Bien,
Écoutez, encore une fois, pour le moment, quelle devrait être la réglementation? Nous, on peut parler, par exemple, en matière de valeurs mobilières. On a le marché canadien qui a aussi, au moment où on se parle, une autorité de réglementation dans chaque province et on intervient sous notre juridiction, l'autorité des marchés financiers et l'autorité compétente au Québec. Et il y a une très grande... Parce que la question que vous posez, M. le sénateur, elle est vraie en valeur mobilière également. Aujourd'hui, à partir de Montréal, à partir d'ici, on peut transiger sur des bourses partout dans le monde. Et les risques de fraude aujourd'hui, ou les fraudes, arrivent de plus en plus, où maintenant, une fois que la fraude est intervenue, les fonds peuvent être transférés d'une juridiction à l'autre, qui fait en sorte que les régulateurs, les pays, on doit collaborer ensemble, et ça se fait en matière de valeur mobilière. Il y a une très grande collaboration, tant au Canada, entre les différents régulateurs canadiens qu'au niveau international, notamment avec la SEC aux États-Unis, mais à une échelle internationale, il y a une grande collaboration entre les régulateurs. Donc, dans un monde où, encore une fois, quelle serait cette réglementation-là? On peut se poser la question encore aujourd'hui, mais dans un monde où il y en a une réglementation, puis dans un monde où cette réglementation serait similaire d'un pays à l'autre, ce qui est le cas en matière de valeur mobilière à quelques différences près, mais d'une façon générale, les marchés financiers sophistiqués, la réglementation en valeur mobilière se ressemble beaucoup, mais ça serait dans un contexte où on pourrait collaborer avec les autorités locales de chacun des pays en question pour intervenir dans ce cas-là. Mais chacun est responsable de la juridiction, c'est-à-dire de la réglementation sur son territoire. I'll put you down for round two. Thank you. Senator Black to be followed by Senator Maltais. Thank you very much, Mr. Chairman. I was going to. Do you want him to go first? We'll let Senator Black go, but we'll keep Senator Tanis in reserve if. Great. Senator Black first, followed by Senator Thank you. Maltais. Thank you very much. Gentlemen, thank you very much. This is very helpful. In respect of the regulation of the money services business in Quebec, we have heard testimony throughout from people who are involved in the industry that they want some level of regulation because they believe it assists their business development. Have you had any of that feedback from the organizations that you are now regulating, or not? Un feedback sur quelle devrait être la réglementation ou en quoi la réglementation peut être positive ou négative pour eux? Both, but the first question would be the steps that you have taken. What are people saying about that? Are they happy about that? Are they unhappy about that? Are they asking for more? Are they asking for less? Moi, je n'ai probablement pas la réponse précise à est-ce que nous avons eu du feedback. Et encore une fois, je pense qu'il est important de rappeler que l'encadrement de la loi sur les entreprises de services monétaires préexistait l'arrivée, en tout cas très récente, là, des monnaies virtuelles. Et lorsqu'on dit que la loi sur les entreprises de services monétaires s'applique à certains égards sur les monnaies virtuelles, nous n'encadrons pas les monnaies virtuelles en tant que telles. Donc, et ça, la nuance est importante. Puis dans les avis que nous avons publiés, on le rappelle aux entreprises en question, lorsqu'on dit, par exemple, que tel guichet automatique aurait un permis, nous ne sommes pas en train de dire qu'ils ont obtenu l'approbation de l'autorité en matière de valeur de monnaie virtuelle. Donc, dans ce contexte-là, moi, j'en ai pas eu, je ne sais pas si mes collègues en ont eu, de feedback sur la réglementation. Moi, j'ai l'impression, puis encore une fois, c'est très personnel comme commentaire et c'est pas vérifié, que les gens qui interviennent dans ce milieu-là, la valeur de la monnaie, entre autres, elle est basée sur la confiance des investisseurs et des consommateurs dans le produit, comme cette confiance-là est à la base même de la stabilité des marchés financiers. Et donc, pour eux, je pense qu'il est très bien d'avoir une reconnaissance par des régulateurs que leurs produits seraient conformes à la réglementation s'il y a réglementation. Et donc, dans ce sens-là, je pense, encore une fois, c'est pas vérifié. J'ai lu aussi un peu les témoignages qui ont été faits devant ce comité. Je crois que les gens de cette industrie voudraient avoir une certaine forme d'encadrement pour pouvoir dire qu'ils la suivent, cette réglementation-là.
En même temps, ces mêmes personnes, je pense que un des attributs des monnaies virtuelles qui est mis de l'avant, c'est le fait que ce soit une monnaie qui est décentralisée, donc il n'est pas via une banque centrale avec justement l'encadrement qu'une banque centrale va pouvoir donner. Donc, c'est pour ça que peut-être que ça peut devenir compliqué à appliquer une bonne réglementation. Donc, je comprends, j'ai peut-être pas nécessairement répondu à votre question directement, Monsieur le sénateur. On n'a pas eu vraiment de feedback, mais c'est un peu une impression personnelle de ce que ça peut représenter. Anything to add to that? Moi, je pourrais juste ajouter que, comme Jean-François le disait, on n'a pas eu de feedback tellement sur les bienfaits ou non de l'application de notre loi sur les entreprises de services monétaires à ces commerces-là. Par contre, on a perçu une certaine réaction de l'industrie. Il y a des gens de l'industrie qui ont communiqué avec nous pour clarifier l'application de la loi à leur commerce. Des questionnements qu'on était en mesure de clarifier rapidement, mais on a perçu une réaction. Maintenant, de là à l'interpréter, je ne suis peut-être pas en mesure de faire ça par contre. Great. Okay. Thank you very much. Mr. Redmond, if I may? You can't get off completely scot-free here. You indicated near the end of your testimony that you were monitoring the development of virtual currency, taking no positions now, but you're monitoring. I'd like to ask you as to what you see today and what do you think you're going to see going forward based on the trends as you assess them? Sure. So as I indicated, what we've seen in Canada has been fairly limited to date. But I mean, part of what we've done internally within the OSC is to set up a group, much like the AMF has, that coordinates things within the OSC. Right. And one of the topics we cover is Bitcoin. And so we see casting a glance over in the global markets, right, that there are people who are developing platforms for trading derivatives based on Bitcoin, for example. There's a couple in the U.S. I think there's one right now seeking CFTC approval to open an options exchange. And then other than that, there are a number of, and I think this has been noted in prior testimony, there's some applications before the SEC to create exchange-traded funds based on Bitcoin. And globally, there are a number of hedge funds that have developed strategies around investing in Bitcoin. And so I think, that's what we've seen, what you can see. Just sort of my personal view on what we might see going forward is I think if Bitcoin regains some of its value and perhaps some of its luster that it's lost the last year or so, you might expect to see more interest in people investing in that and trying to benefit from that, which I think would drive a lot more interest in the Mr. Redmond, fund. Move if you can. This is helpful. Move beyond considering Bitcoin. Think virtual currency. Think broader picture. Well, it's very hard to predict what might happen or even sort of opine on that. And as an economist, you don't want to necessarily rely on my predictions for the future, but okay. But there are, obviously there are, and Jim and I were talking about this earlier, the technology behind Bitcoin as a currency perhaps is where we might actually see things going in the future. Again, just my personal view, but the whole blockchain, the idea that this is a methodology for transferring the ownership of an asset virtually. It will be interesting to see how that develops in the years to come. Very helpful and very consistent with what we've heard to date. Yeah, that's great. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Senator Maltais. Merci, Monsieur le Président. Alors, bienvenue, Monsieur. Bienvenue. Et c'est très intéressant. On n'a pas l'occasion souvent de voir des gens des finances du Québec à ce comité. Et vous êtes les bienvenus. Moi, j'aimerais d'abord, dans un premier temps, vous féliciter pour le travail que vous faites à l'OMF. En particulier, vous avez remis les assurances dans le droit chemin. Il reste encore des petites lacunes que bien des gens nous posent comme question. Et vous me laissez aux autres sénateurs le Bitcoin. Là, moi, j'en ai soupé du Bitcoin. Là, je veux passer à d'autres choses. Mais je veux poser des questions que les gens m'ont demandé de vous poser. Et la première question, c'est au niveau des planificateurs financiers. Est-ce que dans les banques, toutes banques confondues, on nous guide vers un planificateur financier? Est-il accrédité par l'OMF, ce planificateur-là? Oui. Oui? Parfait. Est-ce que les agents
qui offrent de l'assurance dans les banques sont accrédités par l'AMF. Oui. Oui, d'accord. Dernière question. Ceux qui transigent des bitcoins, et vous l'avez dit au début, ne sont pas couverts par l'assurance dépôt. Non, c'est ça. C'est bien ça? C'est exact. Alors, le président qui avait acheté un bitcoin à 100 $, si vous avez écouté, aujourd'hui, son bitcoin vaudrait 100 $, là, il en vaut 30. Alors, c'est la mise en garde que vous avez faite à la population est très juste là-dessus, parce que c'est virtuel. Et vous savez, les gens, en particulier les jeunes, sont friands du monde virtuel. Et la mise en garde que vous avez faite, moi, je l'ai vue dans les journaux. J'espère que les journaux vous ont bien reporté et elle était très valable. Et l'autre point à lequel je veux m'attarder, c'est votre offre de collaboration avec un institut qui soit fédéral, que ce soit en Ontario, le Québec, le gouvernement fédéral, pour faire une réglementation efficace, pour éviter que les Canadiens et les Canadiennes subissent des pertes. Et surtout au niveau du commerce, on parle des gens riches comme mon collègue en face, qui subissent des pertes. Et on essaie de faire une réglementation dans ce comité-là. On essaie de regarder. Et des bons conseils comme les vôtres, on en a besoin. Et je vous invite, si vous continuez votre réflexion, de nous la faire parvenir. Elle va être utile pour l'ensemble du Canada. Merci. Merci, Monsieur le sénateur. Est-ce que je peux commenter, Monsieur le Président? You may. Merci de vos You're here commentaires. to talk about digital currency, but you're... Oui, mais en fait, je veux simplement remercier pour le commentaire et l'appui, qui c'est bien apprécié, mais aussi souligner le lien avec la mise en garde qu'on a fait et les risques liés à l'utilisation, aux transactions liées aux monnaies virtuelles et au Bitcoin. C'est exactement l'essence ou le message qu'on voulait véhiculer au moment où on a publié notre avis en février 2014. À ce moment-là, justement, en raison de la vigie qu'on effectue des nouveaux produits financiers dans l'équipe de M. Famille, de M. Desjardins, on a été capable d'identifier rapidement le risque qui était lié aux bitcoins. Et malgré le fait qu'à ce moment-là, on n'avait pas complété notre analyse à savoir est-ce que nous avions un rôle à jouer comme régulateur, notamment en matière de valeurs mobilières. On n'avait pas non plus complété notre rôle sur avons-nous un rôle à jouer en vertu de notre réglementation sur les entreprises de services monétaires, mais on a senti le besoin rapidement d'aviser la population des risques liés au Bitcoin et à l'utilisation des monnaies virtuelles. Et c'est justement dans ce sens-là qu'on a voulu les aviser des risques d'abord et du fait que s'ils transigeaient, les fonds d'indemnisation qui existent chez nous ne pouvaient pas s'appliquer. Et l'autre chose, malgré le fait que avec tous les gens justement alentour de la table, les organisations qui se posent des questions, c'est un domaine qui est compliqué. On n'a pas encore mis la réglementation en place, mais il est important d'éduquer la population, au moins sur l'existence des risques. Pour nous, cette réalité-là, elle existe en matière de valeurs mobilières également, de faire attention, de bien connaître les gens avec qui vous faites affaire dans ce domaine-là, les gens, les planificateurs financiers, les gens qui vous offrent des produits et services financiers, de s'assurer qu'ils ont une inscription chez nous à l'AMF ou à l'OSC si c'est en Ontario, et de s'assurer que les produits qui vous sont offerts soient les bons produits. En cette matière-ci, il n'y a pas de réglementation, il y a beaucoup de risques. C'est important que la population le sache. Je vous remercie infiniment. Merci, M. le Président. Thank you. Senator Ringett to be followed by Senator Tanis. Alors, si j'ai bien compris, tant l'AMF que l'OSC rejettent une définition de monnaie virtuelle, que ce soit Bitcoin ou autre, là, comme étant une valeur mobilière. Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez compris, nous ne rejetons pas une définition des monnaies virtuelles comme étant une valeur mobilière. Ce qu'on dit, et Paul, you correct me, ce qu'on dit, c'est que les monnaies virtuelles, lorsque nous l'analysons à la lumière de la loi sur les valeurs mobilières, et si on parle de dérivés, de la loi sur les instruments dérivés, ne sont pas des valeurs mobilières au sens de cette loi-là. Et je pense que c'est aussi le commentaire que Maître Greenstone vous a offert il y a quelques semaines. Donc, yes, we in Ontario take a very similar view. We have a fairly extensive definition of security,
It's been flexible and has been expanded in its interpretation over the years to apply to new and different investment products. As we currently understand virtual currencies, it wouldn't be swept into that definition, but as my colleagues at the AMF have indicated, and as Mr. Redmond has indicated, it's not out of the realm of the possible, and we're seeing that in other parts of the world where they're being used in investment-like ways, and that's where it would fall likely within the definition of security. And that's why we have our internal group looking at this from a securities perspective, and I would presume that it's the same reason in Quebec that the AMF is doing that. They have the money business aspect as well, which we don't have. Je peux compléter la réponse, parce que j'ai aussi mentionné en ouverture qu'à certains égards, ça pourrait faire partie d'un contrat d'investissement, et les contrats d'investissement font partie des éléments qui sont considérés comme étant des valeurs mobilières. Donc, par exemple, et ça serait comme en n'importe quelle autre matière, mais si les gens sollicitaient des investissements auprès d'investisseurs pour financer des activités liées au Bitcoin, le mining, par exemple, à ce moment-là, c'est le fait de solliciter l'investissement, et l'investissement d'un investisseur, lui, serait considéré comme un contrat d'investissement et donc une valeur mobilière. Dans ce cas-ci, nous aurions un rôle à jouer pour encadrer ce placement-là. Encore une fois, ce n'est pas la valeur mobilière, la monnaie virtuelle que nous encadrions, c'est le contrat d'investissement et la valeur mobilière. Oui, écoutez, je comprends très bien, là, parce que je crois que avant de dire qu'il faut avoir une réglementation de monnaie virtuelle, il faut en premier lieu définir ses caractéristiques et où la réglementation doit venir de. Si qu'au Canada, en bout de ligne, qu'on décide que c'est une monnaie, il va y être de l'autorité fédérale de réglementer la monnaie, parce que c'est l'autorité fédérale qui en est responsable. Mais si, en bout de ligne, que les caractéristiques et la définition veut que on dit Bitcoin, là, soit une valeur mobilière, il n'est plus de la juridiction fédérale, mais devient de chacune de vos entités provinciales à légiférer dans le dossier. Alors, moi, après, on est à notre 17e, 18e rencontre, Monsieur le Président, sur ce sujet. Dans ma tête, je ne peux pas mettre Bitcoin dans une ou l'autre des catégories de façon définitive encore. Alors, et pourtant, vous nous demandez de la réglementation. C'était une des choses que, oui, vous désiriez de la réglementation. Alors, éclairez-nous un peu plus. Merci pour votre question, Madame la sénatrice. Je pense que ça met en lumière l'importance de la collaboration entre les différentes agences qui existent, parce que les monnaies virtuelles présentent différents risques. Des risques pour les marchés, des risques pour les consommateurs, des risques pour le système financier dans son ensemble. Donc, il est important de protéger les consommateurs, d'une part. Donc, il y a des organismes qui sont responsables de ça. L'Autorité des marchés financiers en est une. L'Office de la protection du consommateur en est une. Dans une certaine mesure, les différents régimes d'assurance dépôt le sont aussi. Dans la protection du système financier et monétaire, donc les risques pour le système, évidemment, les banques centrales sont interpellées, donc la Banque du Canada, les organismes de surveillance d'institutions financières, l'OSFI a sûrement un rôle à jouer dans la protection du système financier, et les mécanismes d'assurance dépôt aussi. Pour ce qui est du rôle des blanchiments d'argent, de la protection du blanchiment d'argent et des activités terroristes, la loi CESM, le CANAF, les différents corps policiers sont impliqués. Donc, en fonction des différents risques et des différentes missions des institutions, il est possible qu'une des réponses soit une collaboration
entre ces différents organismes-là pour circonscrire les risques puis limiter l'impact négatif que pourraient avoir certaines caractéristiques des monnaies virtuelles. Sinon, il y a la possibilité d'avoir un régime entier, là, dans le cas, par exemple, de New York, qui ont décidé d'avoir un régime entier. Puis là, je pense que ça sortirait du giron de l'autorité des marchés financiers. C'est la responsabilité du législateur. Nous, on répond à la volonté du législateur. Là, donc voilà. That is said, you may not really need to decide whether it's one or the other, because it strikes me that it could be both. And so it's a mechanism for the exchange of value, so it falls within the world of, or potentially falls within the world of currency, but it's also somewhat unique maybe in the way in which it can also be structured to potentially be a derivative or an investment where traditional securities regulation might come to play. So, I mean, that's presumably one of the challenges the committee has, is that in some respects it could have potential to be in both camps. And how do you deal with that when it's something new and different, where regulatory regimes haven't been designed to deal with this kind of an entity? And so that's why our two respective organizations are looking at it quite closely, because it is something that is evolving. And you know, while we have a consumer protection and investor protection role to play, we have to exercise that role appropriately within the confines of the legislation to which we're subject. Well, you know, I thank you for your comments, because at the end of the day, it may be very well so that the recommendation would be for the federal government, along with its provincial counterpart, to have a special working group in order that whatever federal legislation is needed in regards to money meshes well with whatever legislation that the provinces need in regards to consumer protection and also to commodity markets. So I thank you very much. Merci. Thank you. Senator Tanis, to be followed by the Deputy Chair of the Committee, Senator Irview Payette. Thank you, Mr. Chairman, and it's been a terrific discussion. I just I want to make sure that I understand this, and I always seem to feel like I'm coming from behind to catch up. So if I'm running a foreign exchange business, not Bitcoin, because the on and off ramp, it seems to be what everybody is focused on, making sure we get right. That at that moment where things are, where it's being exchanged from digital currency to fiat currency, that we know who's doing it, and that what happens after that becomes less certain. So if I am today running just a regular foreign exchange in Montreal, I'm not regulated, except I must comply, and maybe I have to get certified by FinTrack. Is that right? You would be regulated under the Money Services Business Act. In Quebec? In Quebec, correct. Oui, le change de devise est réglementé sous la loi sur les entreprises de services monétaires. Donc, effectivement, l'entreprise qui fait du change de devise doit détenir un permis de l'autorité. And is that the same in Toronto? I'm running a foreign exchange kiosk. Well, there are regulations that might apply to running of a foreign exchange kiosk. We don't have something similar to the Money Businesses Act that is in Quebec.
So that business wouldn't be within the confines of the Ontario Securities Commission. Right. Depending, unless it was also engaged in options or Something futures else. on currency or something like that. Just straight foreign currency exchange doesn't sound like there's anybody in Ontario looking over, in the province, in the provincial government, looking over the shoulder of those guys. Well, I wouldn't say that. I mean, there will be consumer-type legislation that might apply. So if you've got the window at the airport that tries to sell you Canadian dollars for whatever currency you're carrying, I'm by no means an expert on this, but there will be some consumer protection laws that will apply to those businesses. They're just not falling within the ambit of the Securities Commission, because what they're doing isn't a security or a derivative, and so they're outside of what we would regulate. Okay, thank you. And so, I'm sorry for being thick. Why doesn't an exchange from one currency, from our currency into digital currency, fall under foreign exchange rules as you have it today? La réponse, dans le cadre de notre analyse, une des premières choses qu'on a analysées, c'était de voir si la monnaie virtuelle constituait une devise comparable à la monnaie qui a cours légal. Notre conclusion était que non. Donc, à ce moment-là, on ne traite pas le transfert de monnaie virtuelle à de la monnaie ayant cours légal comme étant un change de devise, puisqu'il y en a une des deux qui n'est pas une devise. À ce moment-là, nous, on le traite plutôt comme un achat ou une vente de monnaie virtuelle. Donc, notre loi sur les entreprises de services monétaires trouve application seulement dans le contexte du transfert de fonds, comme on l'a expliqué plus tôt, ou du guichet automatique, mais pas pour le change de devise, parce qu'il y en a seulement une des deux qui est une devise. Ça a été notre conclusion, les conclusions de notre analyse. So, if we carry on, the world carries on, is it possible that Montreal could become the epicenter for unregulated on-off ramp exchange? I don't know why. Bonne In the question. world. En fait, dans le contexte où on a un certain encadrement des entreprises de services monétaires, il y a peut-être deux approches. Il y a l'approche des entreprises qui souhaitent un certain encadrement, que ce soit un encadrement des monnaies virtuelles ou un encadrement d'une entreprise de services monétaires, qui pourrait être tentée de s'établir dans une juridiction où justement il y a une réglementation applicable d'une façon ou d'une autre pour donner une certaine crédibilité à leur commerce. Donc oui, c'est pas impossible. Par contre, à l'opposé, si une entreprise cherche plutôt à dissimuler ses activités en monnaie virtuelle, va plutôt être tentée d'aller s'établir ailleurs. Donc, si effectivement, avec notre encadrement qui est en place, on attire des entreprises, on aurait tendance à penser que c'est des entreprises qui veulent être plus transparentes que le contraire. But the place for identity, where you've placed identity, is just on ATMs. Is that right? No, any exchange. Any entreprise de services monétaires. So if I set up my little server to do Bitcoin exchange in Montreal and take Visa and provide Bitcoin, I'm going to be regulated by AMF. En réalité, si vous faites des opérations de transfert de fonds, vous le saurez. Puis le seul moyen d'établir, hors de tout doute, que vous faites des opérations de transfert de fonds, donc quand on parle de fonds, on parle de devises à cours légal, donc probablement le dollar canadien, dans notre juridiction, il faudra évaluer votre modèle d'affaires. Puisque certains modèles d'affaires vont avoir du transfert de fonds direct, puis certains modèles d'affaires pourraient éviter de rentrer dans notre modèle de transfert, dans notre définition de transfert de fonds.
Quand vous dites que Montréal pourrait devenir la plaque tournante, nous, c'est pas notre volonté qu'elle devienne ou pas la plaque tournante. Par contre, s'il y a des activités criminelles que nous voulons limiter puis qui tombent dans le cadre des entreprises de services monétaires, c'est définitivement une de nos volontés de limiter ça. S'ils ne sont pas dans le giron de la loi sur les entreprises de services monétaires, mais évidemment, les corps policiers aussi, puisque c'est une infraction criminelle, pourraient avoir le loisir de réprimander les gens qui sont impliqués dans le blanchiment d'argent. Donc, puis aussi les dispositions fédérales, donc le CANAF, qui, eux, semblent vouloir mettre en place une réglementation peut-être pour une partie de ces gens-là. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont couvrir les différentes activités illégitimes qu'il pourrait y avoir dans le milieu des monnaies virtuelles. Nous en couvrons une partie, nos partenaires en couvrent une autre partie. So, and I'll be brief. So really, what we need to focus on, if we think that if we agree that here in Canada it is vital that we participate with other countries in the on-off ramp, we should not be looking to provincial regulations. We should be doing whatever needs to be done to strengthen FinTrack's reach to make sure that we capture this, because there could be areas in provincial legislations that would allow other. We're not going to catch every province is not going to be perfect in the way in which these exchanges could be regulated and overseen to make sure that we capture the on and off ramp, right? Is that fair to say? En fait, la réglementation idéale, je ne sais pas c'est laquelle, mais probablement que certainement que certaines autorités fédérales ont la compétence, notamment en termes sur la monnaie. CANAF a également un rôle à jouer, mais ça pourrait être aussi un encadrement complémentaire, c'est-à-dire que le fédéral pourrait avoir une partie de la réglementation et ça peut être complémentaire à certains égards, comme la loi sur les entreprises de services monétaires chez nous, donc de la réglementation des provinces aussi. Thank you, Chair. Thank you. The Deputy Chair of the Committee, Senator Irving Payette, please. Oui. Merci, M. le Président. Alors, je veux juste m'excuser auprès de mes amis des autorités des marchés financiers. J'arrive de New York, notre avion est en retard. Alors, j'aurais été certainement là au début, mais j'essayais de voir la différence. Tantôt, on parle toujours de ceux qui, en fin de compte, ceux qui font du mining, qui vont, eux, avoir des... Donc, ils n'ont pas à prendre des dollars pour s'acheter des bitcoins. Ils vont avoir des bitcoins directement. Par contre, j'essayais de comparer au fameux payday loan, et je me demandais si au Québec, on était plus réglementé sur la question là, qu'on rentre dans une boutique et puis on va faire un emprunt qui nous coûte les yeux de la tête et puis on va changer un chèque, etc. Est-ce que c'est différent, Ontario, au Québec, là-dedans? Est-ce que ces boutiques-là pourraient devenir une place où on va s'acheter des bitcoins avec de l'argent? Parce qu'à un moment donné, moi, je ne suis pas un mining puis je ne passe pas ma journée sur l'ordinateur. Je vais être la personne comme le président, va m'acheter pour 100$ puis je vais avoir 50$ au bout d'un an. Fait que c'est pas tellement une grosse transaction. Mais je me posais la question, justement, est-ce que demain matin, ils sont listés à la bourse et puis ils ont des magasins partout, puis ils font des prêts. Mais par contre, si je veux me procurer des bitcoins pour différentes transactions, aller chez mon coiffeur qui en prend, puis le restaurant qui va accepter les bitcoins, tout ça, je me dis, est-ce que... où allez-vous intervenir? Allez-vous voir à ce que cette personne-là, je parle... Parce qu'il faut qu'il y ait, à un moment donné, qu'on n'est pas rendu au point où on va tout être sur le bitcoin, donc nécessairement, il va rester de la monnaie légale canadienne. Alors, il va falloir, d'une part, aller s'en acheter des bitcoins ou les vendre. Parce que tout d'un coup, on veut changer de voiture, on a tellement de bitcoins qu'on s'en va chez ces boutiques-là. Alors, ces boutiques-là, vous les voyez réglementées comment? Parce que là, je suis listée à la bourse. J'ai une grosse compagnie, puis j'ai ouvert 50 bureaux de bitcoin. Et les gens me les prennent, puis je fais les deux business en même temps. Je fais des petits prêts, je fais je change des chèques, puis je vais m'acheter des bitcoins ou je vais changer des bitcoins. Est-ce que, à ce moment-là, vous autres, vous allez avoir autorité sur, justement, l'émission qui va être faite, puis la façon que ça va être structuré, tout ça? Je veux dire, est-ce que... Parce que, normalement, si j'ai fait un prospectus, puis vous avez regardé ça,
J'ai obtenu ma charte, puis je peux vendre des actions. Donc, parce que là, il va falloir à un moment donné qu'il y ait une place où on peut en acheter. C'est bien beau de parler de Bitcoin, mais je veux dire, à date, là, on ne peut pas dire qu'on s'enfarge dans les entreprises qui en vendent. Alors, comment vous imaginez la structure versus... Du côté mining, c'est un peu... Moi, je vois différemment parce que ces gens-là n'ont pas à utiliser de monnaie légale. Tandis que là, on est obligé d'en utiliser si nous autres, on ne fait pas cette activité-là. Alors, allez-vous intervenir, justement, puis vous allez faire vos analyses, tout ça. Je me demande comment vous allez faire ça. Parce que dans le fond, là, établir la valeur, qu'est-ce qu'on va écrire dans un prospectus? Mais sur le volet prospectus, c'est difficile pour nous de voir comment ça serait structuré, puis encore une fois, c'est pas, je pense, nous comme régulateurs, de voir comment ça devrait être structuré. Mais si une entreprise qui est un émetteur assujetti, qui a visé un prospectus et donc est un émetteur qui a fait un appel public à l'épargne en vertu d'un prospectus qui a été visé par l'autorité, il va avoir les mêmes obligations que tout autre émetteur en termes d'information continue et de divulgation auprès du public. Donc, encore une fois, si une partie de ces activités qui sont divulguées sont l'émission ou le transfert de Bitcoin, nous, on va réglementer le volet valeur mobilière, le volet émetteur assujetti. On n'a pas d'application sur son, entre guillemets, core business qui serait dans l'hypothèse de faire des Bitcoins. Il y avait des produits qui seraient les Bitcoins. Ouais. Donc, dans ce contexte-là, oui, on aurait un rôle à jouer. Si c'est de même matin, une banque ou une autre société qui est un émetteur assujetti fait des activités dans ce domaine-là, ça ferait partie de ces activités commerciales, devraient être divulguées. Mais encore une fois, nous n'aurions pas de rôle à jouer sur l'encadrement de la monnaie virtuelle ou du Bitcoin lui-même. Donc là, si on se pose la question qu'est-ce que ça devrait être, encore une fois, demain matin, lorsqu'il y aura des entreprises comme celle-là qui auront des pignons sur rue, est-ce que les entreprises de protection du consommateur ou autres organismes, comme M. Famille le mentionnait tout à l'heure, auraient un rôle à jouer? Possiblement. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est difficile, je pense, à répondre à cette question-là. Mais si, encore une fois, c'est un émetteur et qui fait partie de ses affaires, comme émetteur, les autorités réglementaires en matière de valeur mobilière auraient le même rôle à jouer qu'ils jouent auprès des autres émetteurs. Pour complémenter la réponse de mon patron. Vous posez des questions par rapport... en fait, votre question a un peu deux portions, en fait. La protection des investisseurs qui investiraient dans une société qui est impliquée dans le Bitcoin, puis vous parlez de comment on ferait pour évaluer la valeur de ces Bitcoins-là. Mais je pense que Revenu Canada vous a quand même entretenu pas mal des principes qui permettraient d'évaluer, puisqu'ils vont devoir le faire pour des fins fiscales, la valeur utilisée pour les Bitcoins. Donc, généralement, on est capable de retrouver cette information-là assez simplement, comme M. le Président a des Bitcoins, il est capable d'évaluer la valeur de ces Bitcoins. Pour ce qui est des risques, bien évidemment, il faudra, comme tous les autres émetteurs assujettis, qu'ils fassent une évaluation puis une déclaration appropriée des risques impliqués dans leur modèle d'affaires. Donc ça, c'est certain qu'il y a des risques de liquidité, des risques de marché, des risques supplémentaires qui actuellement sont reconnus, réputés des monnaies virtuelles. Donc c'est certain qu'ils devraient le déclarer dans leur prospectus. D'un point de vue du protection du consommateur, je pense que les entreprises que vous mentionnez qui font des payday loans sont déjà ciblées par l'Office de la protection du consommateur, si je ne me trompe pas, au Québec. Je ne pourrais pas vous le dire à 100%, mais je suis pas mal certain. Donc, peut-être qu'eux pourraient avoir un rôle, puis peut-être qu'un jour, nous, on pourrait avoir un rôle aussi si on arrivait à étendre notre définition du change de devise, parce qu'en réalité, c'est là où votre question lie un peu celle de sénateur Tanis, qui se demandait si on fait du change de devise directement, est-ce que la monnaie virtuelle aujourd'hui est une devise? Non. Peut-être qu'éventuellement, on sera capable d'étendre notre définition afin d'inclure la monnaie virtuelle, si elle devait devenir utilisée ou si les banques centrales définissaient que ça devenait une devise. Mais aujourd'hui, c'est certain qu'on n'a pas le pouvoir législatif ou réglementaire de le faire. Mr. Redmond, you are the principal economist
strategy and operations of the OSC. Yep. You indicated at the outset that you had taken interest in what the committee was studying. I suspect you've read some of the testimony that's being presented to us. What do you think about when you go back and sort of think about strategy? You're not, you're an economist. You're looking out to the future of what's liable to happen. What are the types of things that go through your mind as you read the testimony that's being presented to us? Well, I think perhaps an oversimplification is that this is complex. There's a lot of different issues here in different areas, and some maybe are securities related. Many are well outside of the jurisdiction of our agency. But obviously, there are issues around, well, as we've spent today talking about, to what extent digital currencies fit into different regulatory regimes. I think our perspective is that to the extent that it would be defined as a security, our existing regime would fit it. But in terms of sort of thinking that through, there are obviously questions around, given this sort of virtual asset class that hasn't really, this is a new development, sort of how do you value it? How do you make sure that there is safekeeping around it? How do you manage the risks associated? We've all seen stories of exchanges being hacked and people losing money and things like that. But it's a fairly new industry. Right? These things will develop over time, and I'm sure traditional banking had risks associated with it when it was made up of thousands of banks in small towns across the country. It will develop over time, and I think some of these things will get ironed out, and the industry will evolve. And we're obviously the colleagues at the IMF are taking some sort of initial steps in sort of looking at these as many services businesses and things like that. But I think that's, as I say, it will evolve, and I think the challenge, right, is to create a structure around that allows it to evolve in a way that still protects consumers. When you come back before this committee in 10 years, I won't be here, but everybody else will. Are you going to be talking about digital currency, or are you going to be on another subject? I think we'll still be talking about digital currencies. It may not be Bitcoin. It may be something else. But it certainly seems, from my perspective anyway, it seems like this has some traction in terms of its appeal to certain people as a means of transferring money, paying for things with lower transaction fees and things like that. So I would expect it to still be a topic of discussion, yes. Thank you. Anybody from Quebec like to add to that? I'm going to go to round two now and start with Senator Massicotte, to be followed by Senator Bellemare. Merci, M. le Président. Juste pour revenir en arrière, on a parlé de réglementation, mais au départ, vous avez fait commentaire qu'une des motivations de cette réglementation, c'est le risque de blanchiment d'argent ou la probité de vos clients comme tel. Juste nous informer un peu, c'est quoi l'histoire, c'est quoi nos connaissances à ce sens-là? Au Québec, on a-tu beaucoup d'instances où on a trouvé que les gens se servaient du Bitcoin ou la monnaie virtuelle pour faire le blanchiment d'argent? On a-tu une raison d'être au départ? On n'en a pas trouvé particulièrement. Lorsqu'on a fait le lien tout à l'heure avec la probité, là, si je fais encore juste un petit pas de recul supplémentaire, lorsqu'on a convenu d'encadrer les entreprises de services monétaires, oui, il y avait certains constats qui avaient été faits concernant les entreprises de services monétaires en lien avec des activités criminelles et du blanchiment d'argent. Il y a eu des cas avec des bureaux de change, bon. Donc ça, c'est de là qu'on est parti. Puis l'encadrement, entre autres, avec les habilitations sécuritaires qui sont conduites par les corps policiers, la Sûreté du Québec, donc c'est eux qui font la recherche de probité, notamment avec les antécédents criminels et tout ça. Donc, si on rapporte ça maintenant dans le contexte des entreprises de services monétaires, des monnaies virtuelles, nous, ce qu'on dit, c'est que certaines entreprises qui œuvrent dans le domaine des monnaies virtuelles peuvent avoir des activités d'entreprises de services monétaires. Et là, on dit, si on leur donne un permis, on va être capable aussi de valider ces entreprises au niveau de la probité. On n'a pas dit qu'on avait constaté des enjeux avec ces entreprises-là, mais si on mélange ça au fait qu'on sait qu'il y a des risques liés à l'utilisation des monnaies virtuelles en matière de blanchiment d'argent et en matière de fraude. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que les gens qui œuvrent dans ce milieu-là ont cette probité-là?
Donc, mais pour répondre directement à votre question, au moment où on se parle, les gens qui œuvrent dans ce milieu-là, nous, on n'a pas fait de constat que c'est des gens qui avaient œuvré dans les milieux criminels. Mais on a, à l'international, en tout cas, ça, puis moi, tu peux peut-être ajouter, dans les recherches qu'on a fait jusqu'à maintenant, il y a un élément qui ressort au niveau de l'anonymat des transactions, entre autres. On sait que ça peut être utile à certaines personnes qui voudraient transiger en matière de transactions dans le monde interlope, de la drogue, même de l'armement et tout ça. Nous, on n'a pas constaté ça. On a vu ça dans des recherches qu'on a fait, notamment sur Internet. Mais ça se limite à ça au moment où on se parle. Puis on ne l'a pas constaté chez nous. Mr. Redmond, Mr. Sinclair, same question. From your experience, have you noticed cases of whitewashing of money from the fact using the Bitcoin, the cryptocurrency of any sort? You're seeing instances of that in your province? Is there concern there? I am not aware of any. But it's not my area of expertise, not being from our enforcement group. And I think it's an answer similar to Jean-Francois, is that, I mean, we read about this in other jurisdictions where there are people using the anonymity of the virtual currency to engage in money laundering, other things. To our knowledge, we haven't seen anything at the OSC. But, you know, that's one of the reasons why we want to pay attention to this. Is it because you're looking at jurisdictions, the world, and you see some major cases where they've used the currency. Currency is not the problem, they've used it. And is it because you're not aware of it and you haven't been properly organized to become aware of it? Or are Canadian criminals just not as smart as the international criminals? Well, I would have thought that, you know, this kind of stuff would be more in Ontario in keeping with what the OPP or the Ministry of the Attorney General might be involved in through enforcement of the criminal code. And so if it doesn't fall within the securities world and isn't something that we would first take notice of, if it's happening, it would be something that they might be acting on. We just haven't heard that they are. But I don't know the answer to your question, whether or not the criminal world in Ontario or Canada, for that matter, is behind or not. It's just not something that we've had exposure to at the Commission. Juste une dernière question, M. Desjardins. On a parlé tantôt des transactions des boîtes à l'extérieur du Québec qui font affaire avec les Québécoises. Puis la réponse, c'est qu'on assume que la réglementation de l'origine ou le siège social de cette boîte-là existe, qui est aussi sévère que la nôtre. Mais on connaît des cas des gens qui transitent des bitcoins, qui ont déménagé dans les îles, les Caraïbes, etc., où la réglementation n'existe pas, ou elle existe peu. Alors, dans ce cas-là, j'assume qu'un Québécois peut transiger avec cette boîte-là, faire l'échange de bitcoin, peut-être blanchiment d'argent comme tel, mais personne ne sera au courant. Hein. Mais au départ, j'assume que la loi québécoise est telle que si tu fais affaire avec un Québécois, tu dois quand même satisfaire les règles québécoises. Voilà. La loi est là, sauf question d'autorité ou de discipline. Comment êtes-vous au courant et vous faites quoi? Est-ce que le consommateur n'a pas fait rien de... Ben, ça dépend s'il est impliqué, mais par là, l'acheteur n'a pas fait rien de pas correct, sauf la boîte qui est mise, peut-être le bitcoin le fait, ses intérêts ultimes de blanchiment d'argent potentiellement. Mais on est pris, il n'y a pas de solution dans ce cas-là, je pense. Pour répondre à votre question de ce que nous, on peut faire, de ce qu'on fait, ces gens-là, c'est effectivement, ils ont des activités commerciales chez nous à travers une vitrine web. Ben, ça s'apparente un peu à ceux qui vendent des options binaires ou qui vendent des instruments dérivés via des plateformes qui les offrent aux Québécois. Ces gens-là doivent s'inscrire chez nous à partir du moment où ils ont des activités commerciales chez nous. Donc, pour ceux qui ont des entreprises de services monétaires, mais qui ont des activités commerciales chez nous, ils devraient également chercher à obtenir un permis. Comment on fait pour être proactif dans ce milieu-là qui est assez fluide? Ben, on a une équipe de cybersurveillance. Et puis, cette équipe-là s'occupe de la surveillance de l'Internet. Donc, ça peut être autant des petites annonces que ça peut être des différentes plateformes, que ça peut être un paquet de techniques d'enquête différentes. OK, merci. Merci, M. le Président. Thank you. Senator Bellemare, Merci, please. M. le Président. Vous avez tous beaucoup réfléchi sur les crypto-monnaies, mais on n'a pas parlé beaucoup de la technologie qui est derrière cette monnaie-là, la technologie du blockchain.
Pensez-vous qu'il y a des façons dans le domaine des biens mobiliers, des transactions mobilières, d'utiliser cette technologie-là dans le futur? Et est-ce que ça pourrait avoir un impact important sur les bourses? Moi, je ne sais pas, moi, si tu peux tenter de répondre, parce qu'au niveau technologique... Au niveau du protocole, hein, on parle souvent du Bitcoin, mais le Bitcoin, déjà, on peut le définir. Quand on utilise Bitcoin avec un petit b, on parle de devise. Quand on parle de Bitcoin avec le grand B, on parle de la technologie. Cette technologie-là peut être utilisée, comment créer de la confiance dans un réseau décentralisé parmi des gens qui ne s'y connaissent pas. Ce protocole-là peut être utilisé pour d'autres fonctions. Je sais qu'aux États-Unis, il y a certaines personnes qui essaient légalement ou illégalement, parfois, de créer des bourses de valeurs mobilières et de faire de l'inscription d'entreprises qui devraient être inscrites auprès des différents régulateurs. Puis il y a eu des cas avec la SEC où des entreprises ont été sanctionnées pour avoir agi fautivement. Donc, ils essaient de créer des bourses basées un peu sur un protocole similaire de création de confiance dans un milieu décentralisé. Est-ce que ça aura un impact ou pas? Je ne peux pas le prédire, mais il y a certainement des gens qui essaient d'exporter le protocole des monnaies virtuelles vers d'autres milieux qui pourraient impliquer les valeurs mobilières. Puis c'est certain que chez nous, on poursuit notre vigie pour être certain qu'ils ne font pas ça chez nous. Bien, merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une autre question courte. C'est... je ne veux pas engager le comité parce qu'on n'a pas fait ce débat, mais moi, dans ma réflexion, avec toutes les rencontres qu'on a eues, si jamais je trouvais que la définition du Bitcoin ou de ces crypto-monnaies s'apparente quasiment à de la monnaie quasi-monnaie. Donc, c'est pas typiquement, mais c'est quasi-monnaie. Et si jamais on avait cette façon d'entrevoir là, cette monnaie, pensez-vous que une législation globale, un peu comme celle qui est prise dans l'État de New York, serait quelque chose à considérer pour le Canada? Moi, je ne la connais pas, le projet de réglementation à New York, mais possiblement que oui, mais encore une fois, je pense qu'on sort de notre giron puis de notre juridiction. C'est difficile pour nous de nous prononcer sur quelle devrait être une réglementation globale. Si ce qui est proposé à New York fait ça, ça pourrait être quelque chose d'envisageable, mais difficile pour nous de nous prononcer davantage là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose de votre côté comme réflexion? I would agree with my colleague on that. I think I'm not familiar enough with what's taken place in New York to be able to comment on whether that's something we'd want to pursue in Canada. Thank you. Before concluding, I did want to indicate to members of the committee that I am delighted to be able to tell you today that the 0.18 Bitcoin that I purchased for $100, and as you know, sunk to below $50 just 2 weeks ago, is today at $67.59, a 30-some plus increase in the past 2 weeks. It's better than oil. I don't know if it's tracking oil. Don't forget to pay your capital gains tax. On behalf of all of the members of the committee, to our witnesses today, our guests, we thank you very, very much. As you know, we've been deliberating this for a while. We're almost at the end, and this is a perfect ending to our deliberations, and we really appreciate your coming before us. Thank you very much. This meeting is concluded.